Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live des Sentinelles. Donc avec ces rencontres que nous organisons depuis quelques années maintenant, nous poursuivons la mission essentielle des Sentinelles qui est de rapprocher les citoyens et les chercheurs. En effet, depuis la création de l'association, nous sommes convaincus que c'est en rassemblant les forces des citoyens, des chercheurs, des patients et des médecins que l'on pourra accélérer tous ensemble la recherche sur le cancer. Chaque conférence est ainsi pour nous l'occasion de vous présenter les résultats de travaux de recherche qui ont été obtenus grâce à la participation des Sentinelles, cette formidable communauté qui regroupe aujourd'hui plus de 38 000 volontaires. Chaque conférence nous donne donc l'occasion de présenter les résultats que les chercheurs ont pu obtenir grâce à vous, mais aussi les suites qu'ils comptent y donner, qu'il s'agisse de nouveaux projets, car la recherche ne s'arrête jamais, ou de nouvelles pratiques médicales pour mieux prendre en charge les personnes faisant face à la maladie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, de prime abord, n'a pas trop de lien avec le cancer, la voix. Et donc, pour nous en parler, nous accueillons aujourd'hui Guy Fageradi du Luxembourg Institute of Health, qui pilote le projet CoLive Voice, qui a été lancé il y a quelques mois sur la plateforme des Sentinelles. Dans un premier temps, Guy nous présentera son étude et ses résultats, puis vous aurez ensuite la parole pour aborder les questions plus concrètes directement par l'intermédiaire de la plateforme dans le chat. Donc, vous verrez en bas de votre écran, vous avez plusieurs fenêtres qui sont à votre disposition, un chat pour réagir, un espace pour poser vos questions plus directement à Guy et un troisième espace qui s'activera au cours de la présentation et qui vous permettra de répondre à quelques questions que vous posera notre intervenant. Nous tâcherons d'aborder tous les sujets, toutes les questions que vous pourrez nous poser, même si nous ne pourrons pas forcément répondre directement à l'ensemble des questions qui seront posées ce soir. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long et je donne tout de suite la parole à Guy pour sa présentation. Merci Guillaume, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour vous présenter CoLive Voice et les travaux de recherche que l'on mène sur la voix pour améliorer le suivi de la santé. Le projet est un projet immense qui va durer sur plusieurs années et il a démarré et bien démarré grâce à la collaboration qu'on a eue avec les Sentinelles. Donc pour moi, c'est aujourd'hui très important de pouvoir vous restituer certains éléments, de pouvoir vous expliquer ce qu'on fait avec ces données vocales, voir comment, grâce à votre contribution, on a pu développer les premiers projets de recherche sur cet aspect-là. Donc, effectivement, comme l'a dit Guillaume, l'utilisation de la voix par rapport au cancer et par rapport à la santé en général, ça peut paraître pas forcément tout à fait intuitif ou direct. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter ce soir et vous montrer comment, à partir des données de la voix, on va pouvoir améliorer la détection et le suivi de certains paramètres de santé, certains symptômes ou certaines maladies. Donc, je vais sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous exposer un peu le contexte de la recherche, pourquoi on travaille sur ces sujets-là. Ça va être interactif. Il y aura des petites questions aussi pour vous pour pouvoir ensuite échanger sur ces thématiques-là. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet sur la voix, reposons un peu le contexte de cette recherche. Finalement, aujourd'hui, la manière dont la recherche est faite, on se pose la question de notre santé lorsqu'on a un problème. Et je suis sûr, comme vous, comme moi, lorsqu'on a un problème, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va dans notre moteur de recherche préféré et puis on tape nos symptômes pour voir quelle pourrait en être la cause. Aujourd'hui, c'est une approche qu'on appelle de réaction. Il y a un problème, je vais consulter. Aujourd'hui, ce qu'on veut, nous, avec nos travaux de recherche, c'est de passer de ces soins centrés sur la maladie à des soins centrés sur l'individu. Aujourd'hui, on a une médecine qu'on appelle épisodique, qui sert à détecter des symptômes et à traiter des symptômes et à traiter des maladies. Et on a souvent ce qu'on appelle une approche universelle de la médecine, c'est-à-dire que peu importe votre profil, votre contexte de vie, on utilise les mêmes les stratégies thérapeutiques ou les mêmes approches pour de la prévention. Nous, ce qu'on veut faire maintenant avec la recherche que l'on mène, c'est développer une médecine et une santé qui soit centrée sur l'individu et qui soit faite en continu. On ne doit pas attendre qu'il y ait un problème pour aller consulter son médecin, il faut qu'on se suive régulièrement, il faut qu'on donne un plus fort accent sur la prévention des maladies et qu'on aille vers ce qu'on appelle de la médecine personnalisée où on prend en compte le mode de vie de l'individu, ses caractéristiques individuelles, son contexte de vie pour améliorer sa prise en charge. Et en fait, on est convaincu que la voix est une source d'information très riche qu'on peut utiliser dans ce cadre-là pour développer cette médecine de précision, cette médecine personnalisée. Et la voix, finalement, pourquoi la voix et pas autre chose? La voix est un marché en soi qui
qui s'étend très rapidement. Aujourd'hui, c'est très facile de collecter la voix, notamment grâce à l'accès aux smartphones. Plus de 80% de la population mondiale aujourd'hui est équipée d'un smartphone et donc, potentiellement, peut enregistrer de la voix très facilement. Il y a aussi des assistants vocaux qu'on a chez soi, à domicile, pour interagir via la voix. Donc, le médium de la voix est aujourd'hui très facilement accessible. Ça ne coûte pas trop cher pour collecter cette information. Et ça, vous allez le voir, j'espère vous convaincre, on a énormément d'informations qui transparaissent à travers la voix. Et donc, la voix, finalement, quand on réfléchit 2 minutes à ce que c'est un moyen très naturel d'échanger, c'est très efficace, ça ne consomme pas beaucoup d'énergie d'interagir à partir de la voix, c'est non invasif par rapport à, par exemple, à une prise de sang, et donc c'est un moyen que nous, on pense être faisant partie de l'avenir du suivi de la santé. Et ça, je pense que vous le savez bien, quand on module son ton, son intensité, ça nous permet de partager certaines émotions, des peurs, des sentiments, mais en fait aussi énormément d'informations sur notre santé. Et comme exemple, je suis sûr que, par exemple, si un de vos proches vous appelle et que vous n'avez pas tout à fait la même voix que d'habitude, il va se dire « Ah tiens, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il est en dépression ». Et donc finalement, cette analyse-là, c'est un peu ce qu'on fait et c'est ce qu'on va essayer d'objectiver et c'est ce qu'on va essayer de standardiser dans un autre contexte. Alors, premier petit quiz. Donc là, je demanderai à Guillaume et Guillemette de bien vouloir déclencher le premier sondage. On a une première question pour vous dans laquelle vous pouvez participer. Première question, c'est quels sont les organes impliqués dans la production de la voix? Est-ce que ce sont simplement le larynx et les cordes vocales qui permettent de produire la voix? Le larynx, les cordes vocales, le pharynx et le poumon? Ou la réponse C, toutes ces réponses-là, plus des muscles et le cerveau? Donc, il y a un petit onglet en bas de sondage dans lequel vous pouvez directement mettre votre réponse. Et puis ensuite, on va discuter ensemble. Voilà, donc on vous laisse quelques minutes pour voter. Alors. Donc là, il y a à peu près la moitié des personnes qui ont voté. On vous laisse encore quelques secondes et puis après, on va avancer. Donc là, on a 20 personnes qui ont voté et donc la grande majorité des personnes ont donné la réponse C. Alors, et donc là, c'est effectivement la bonne réponse. C'est une petite question facile pour démarrer, pour s'échauffer. Effectivement, la production de la voix, elle est influencée par de nombreux organes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant pour suivre notre santé, puisque dès lors qu'on a une maladie ou un symptôme, ces symptômes et ces maladies vont avoir un impact, vont modifier la production de la voix finalement. Et donc, c'est via ça qu'on va être capable de suivre certains paramètres de santé. Mais je vais vous l'expliquer plus en détail par la suite. Alors, quand on a un problème, quand on a des symptômes, quand on a une maladie, quand on prend certains traitements, tous ces événements-là vont avoir un impact, parfois pas forcément perceptible par l'oreille humaine, mais vont avoir un impact sur notre manière de parler. L'état psychologique de l'individu, sa santé mentale également, va avoir un impact sur sa manière de parler. Et ces petits changements qu'on ne va pas forcément détecter avec l'oreille humaine, aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques qu'on a sur le traitement du signal audio, sur l'intelligence artificielle, on est capable potentiellement de les détecter, même s'ils sont très fins, et du coup, utiliser ces modifications de la voix pour détecter des maladies ou des symptômes. Alors, deuxième petit quiz pour tout de suite là rentrer dans le vif du sujet. Encore à vous de jouer. À quelle maladie étaient consacrées, selon vous, les premières recherches sur les biomarqueurs vocaux? Donc, les biomarqueurs vocaux, je définirai ce que c'est, mais c'est l'utilisation de la voix pour certaines maladies. Est-ce que c'est la réponse A, la sclérose en plaques et les maladies cardiovasculaires? Est-ce que c'est la réponse B, l'asthme et les maladies thyroïdiennes? Ou alors la réponse C, la maladie de Parkinson et d'Alzheimer? Donc, toujours au même endroit. Alors là, c'est plus partagé. On laisse encore un petit peu de temps pour les dernières. Alors. Donc là, les voix se partagent à peu près entre la réponse B,
l'asthme, les maladies rhoniennes et la réponse C, les maladies de Parkinson, d'Alzheimer avec un peu plus de réponses pour la réponse C, mais Pour la c'est à peu réponse près C. 50-50. Ok. Bah, c'est encore une fois la réponse C, donc bravo à ceux qui ont répondu la dernière modalité. Effectivement, les travaux sur les biomarqueurs vocaux explosent ces dernières années parce qu'on a la technologie pour, on a les smartphones, on peut collecter de la voix. Mais finalement, les travaux précurseurs de ce champ de recherche, ils datent d'il y a plus de 30 ans, lorsque des chercheurs et des médecins appelaient et étudiaient la voix de patients qui avaient des maladies soit de Parkinson, soit d'Alzheimer, pour étudier la progression de la maladie. Ces maladies neurodégénératives, en fait, elles ont un impact direct, mécanique, en fait, sur la production de la voix. Et les chercheurs de l'époque se disaient que via le suivi de ces changements dans la voix, on pouvait finalement avoir un proxy de la progression de la maladie. Donc ces travaux-là, qui datent d'il y a 30 ans, n'avaient jamais vu, ne sont jamais arrivés en pratique courante. Mais aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies qui existent, on est capable d'une part de compléter ces travaux-là et aussi de les appliquer à d'autres pathologies. Et c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Il n'y a pas que les maladies neurodégénératives qui peuvent être utiles et pertinentes pour la voix. Et le premier exemple que je voulais mentionner, évidemment, dans cette collaboration avec les Sentinelles, c'est l'exemple du cancer. Et ce qu'on a montré et ce que d'autres montrent dans ces travaux-là, c'est que la voix peut être affectée d'une part par la présence d'un cancer. C'est variable selon la localisation du cancer, évidemment. Il y a des travaux sur les cancers du poumon, sur les cancers ORL notamment, qui montrent des changements, des modifications dans la voix lorsqu'il y a un cancer qui est présent. Les traitements du cancer également, on peut penser par exemple à des radiothérapies, quand il y a une irradiation des cordes vocales, ça modifie la voix. Et donc, via l'utilisation de biomarqueurs vocaux, on peut potentiellement suivre l'évolution d'un patient atteint d'un certain cancer. Et aussi les symptômes. Pour ceux qui ont été atteints ou qui sont atteints d'un cancer, il est fréquemment rapporté, par exemple, une fatigue chronique intense, des douleurs, notamment pendant les traitements, une éventuelle perte de poids. Et ces symptômes-là, eux aussi, modifient finalement la production de la voix. Donc, de manière indirecte, on pourrait suivre l'évolution d'un cancer via l'évolution de paramètres dans la voix. C'est le premier exemple. Dans notre équipe, on travaille aussi beaucoup sur le diabète, les diabètes de type 1 et de type 2. Et on a montré que les personnes qui vivaient avec un diabète, que ce soit de type 1 ou de type 2, avaient une voix différente de la population générale, de même âge et de même sexe, mais sans diabète. Et ça peut s'expliquer aussi par de nombreux facteurs. L'hyperglycémie chronique qu'il peut y avoir chez les personnes diabétiques modifie les capacités pulmonaires des personnes diabétiques. Il y a une diminution des capacités respiratoires, il y a une fatigue des muscles également, qui diminue également la capacité respiratoire. Il y a ce qu'on appelle des neuropathies, c'est-à-dire des atteintes des nerfs autour des muscles responsables de la parole. Et donc ça modifie la voix également. Et chez les personnes diabétiques, il y a aussi fréquemment des personnes qui sont victimes de remontées acides, de reflux. Et ça aussi, ça modifie la voix. Donc en fait, tout ça combiné, ça fait que les personnes qui vivent avec un diabète ont des voix différentes de la population générale. Et là aussi, quand on regarde les symptômes fréquemment rapportés par les personnes diabétiques, que ce soit de la perte d'énergie, la fatigue ou ce qu'on appelle la détresse liée au diabète, c'est un aspect de santé mentale, des troubles émotionnels dans la gestion au quotidien de sa maladie. Ces symptômes-là, on pense qu'ils peuvent être d'une part suivis à partir de la voix, mais aussi impacter la prise en charge générale du diabète. Et le dernier exemple en introduction que je voulais mentionner, c'est celui de la santé mentale. On a, par exemple, des maladies liées à l'anxiété, la dépression ou des troubles du sommeil qui ont été montrés par d'autres et puis aussi par nous maintenant, des répercussions sur la production de la voix. Certains traitements, antidépresseurs notamment, ou anti-anxiolytiques, ont un impact sur la production de la voix. Donc ces trois exemples, cancer, diabète et santé mentale, finalement, ce sont les trois grands domaines de recherche sur lesquels on travaille, notamment grâce aux données CoLiveVoice et grâce à la participation de toutes les sentinelles et tous les volontaires qui ont participé jusqu'à présent. Donc c'est justement là cette transition qu'on va effectuer pour vous parler maintenant de cette étude CoLiveVoice dont on se sert pour développer des biomarqueurs vocaux et utiliser la voix. CoLiveVoice, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est une étude mondiale, multilingue. Actuellement, l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol sont supportés, et puis l'arabe va bientôt être ajouté dans les langues de l'étude.
Et il faut vraiment voir Colive Voice comme une grande plateforme de volontaires qui contribuent, qui font des dons de questionnaires via leur état de santé et de voix pour les biomarqueurs vocaux. Et nous, ça nous sert à identifier des candidats biomarqueurs vocaux. Sur la carte que vous voyez à l'écran, on a en fait la répartition des participants et vous voyez que c'est une étude mondiale. On a des participants dans les 5 continents. Et avec les 5 langues, quand on ajoutera d'autres langues, on espérera évidemment rajouter encore plus de participants dans des zones qui ne sont pas encore couvertes. Mais dès à présent, on peut dire que Colive Voice est une étude mondiale avec énormément de participants partout dans le monde. Les biomarqueurs vocaux, j'en parle depuis le début, mais je n'ai pas encore vraiment défini ce que c'est. Vous avez compris que c'est l'utilisation de la voix, mais un biomarqueur vocal, ça peut être simplement défini comme une signature vocale ou plusieurs signatures vocales qui sont associées soit à un symptôme, soit à une maladie. Donc ça, on va s'en servir, nous, en recherche et bientôt, on l'espère, en pratique clinique ou en recherche clinique pour faire du suivi de patients à distance. Je vais vous montrer des exemples à la fin. Faire du diagnostic ou de la détection de maladies ou de symptômes et aussi regarder de manière longitudinale, dans le temps, l'évolution de la gravité d'une maladie. Et comme je le disais dans l'exemple des maladies neurodégénératives, ça peut être aussi un indicateur de l'efficacité d'un médicament ou d'un traitement pour regarder la progression d'une maladie. Donc c'est exactement pour ça que nous, on développe des biomarqueurs vocaux et on va vous donner des exemples par la suite. Pour rappel, l'étude Colive Voice, elle prend à peu près 20 à 30 minutes pour participer. Vous avez un lien, il y a un questionnaire qui apparaît sur votre smartphone ou sur votre tablette ou sur votre ordinateur. Il faut donner quelques informations sur votre état général de santé, sur vos caractéristiques individuelles, sur votre mode de vie, sur vos symptômes, sur les maladies que vous avez ou sur les traitements. Et ensuite, il y a 5 enregistrements vocaux standardisés qui sont demandés. Et ces enregistrements vocaux, ils sont divers. On va les voir rapidement ensemble. Le premier, c'est tenir une voyelle, c'est-à-dire faire une phonation qu'on appelle « A » le plus longtemps possible sur une seule respiration. Ça, c'est très important pour nous parce que c'est un des enregistrements qui est le moins dépendant de la langue. Et qu'on soit aux États-Unis, en Europe ou en Afrique du Sud, on a la même information qui n'est pas dépendante d'une langue ou d'un accent. Ensuite, on demande aux participants de compter de 1 à 20 à vitesse normale. On leur demande d'inspirer et d'expirer 3 fois. On leur demande de tousser 3 fois. Et on leur demande de lire un texte. Le texte, c'est un extrait de la Déclaration des droits de l'homme qui est traduit dans la langue qu'on parle. Et ça permet d'avoir un texte standardisé de 25 à 30 secondes qui permet ensuite d'extraire énormément d'informations. Et donc, selon les maladies qui nous intéressent, selon les symptômes qui nous intéressent, on travaille plutôt sur l'enregistrement A, plutôt sur le texte, plutôt sur la toux, en fonction des questions de recherche et des besoins de recherche. Et dans cette diapositive, finalement, vous avez ici un résumé des projets de recherche en cours. On va voir un exemple ensemble, mais sachez qu'on travaille en plus du cancer et de problèmes de santé mentale comme les symptômes dépressifs, on travaille aussi sur des maladies liées à l'immunité, des maladies inflammatoires comme les maladies inflammatoires du côlon, la polyarthrite rhumatoïde ou la sclérose en plaques, où on va essayer de suivre les poussées de ces maladies, puisque ce sont des maladies avec des poussées, avec une activité de la maladie qui augmente, comment ces poussées peuvent être anticipées par des modifications de la voix au fil du temps. J'ai parlé du diabète tout à l'heure, on essaye de détecter le diabète à partir de changements dans la voix et de suivre ce qu'on appelle la détresse liée au diabète, aussi à partir de la voix. Et enfin, une thématique de recherche qui est commune un peu à toutes les maladies chroniques, c'est simplement la fatigue. La fatigue chronique intense, c'est un symptôme qui est fréquemment rapporté, quelles que soient les maladies chroniques dont on parle. C'est très fréquent dans le cancer, c'est très fréquent dans le diabète, c'est très fréquent dans les personnes qui ont un antécédent de maladie cardiovasculaire. Et donc, suivre et quantifier l'évolution de la fatigue, ça peut être très utile pour des personnes vivant avec une maladie chronique. Alors, nouveau petit quiz pour rendre ça un peu plus interactif. Donc, Guillaume, si tu veux bien déclencher le sondage suivant. Selon vous, combien de caractéristiques vocales sont analysées afin d'identifier un biomarqueur vocal? Est-ce qu'on parle de centaines de caractéristiques? Combien d'informations, de variables on est capable d'extraire dans la voix? Est-ce que c'est une centaine? Est-ce que c'est un peu plus de 1000? Ou est-ce que c'est un peu plus de 6000? Alors, à votre avis, est-ce que c'est la réponse A, B ou C? Donc, toujours dans l'onglet sondage, hein, pour qu'on puisse prendre en compte toutes vos questions. Donc, allez-y. Donc, là, il y a encore pas mal de personnes qui
vote. Donc, donc en bas, vous avez plusieurs boutons. Donc, cliquez sur le bouton sondage pour pouvoir voter. Et donc, on a donc là plus de 20 personnes et on a une petite majorité de personnes qui disent plus de 1000, avec ensuite 5-6 voix qui sont à peu près le même score entre plus de 100 et plus de 6000. Donc, une majorité de personnes donne la réponse B. Ok, alors la bonne réponse, c'est la réponse C. On n'a pas été très, très original sur la réponse, c'est toujours la réponse C. Aujourd'hui, on est capable d'extraire plus de 6000 caractéristiques, 6000 informations, 6000 variables d'un enregistrement audio. Et ça, c'est très important pour nous parce que, comme je le disais en introduction, lorsqu'il y a des petits changements qui ne sont pas forcément perceptibles par l'oreille humaine, on a besoin d'avoir énormément d'informations, c'est ce qu'on appelle le big data ou les grands volumes de données, pour détecter des petits signaux, des changements dans la voix. Et donc aujourd'hui, quand on enregistre quelqu'un, on extrait plus de 6000 caractéristiques de l'enregistrement vocal et c'est ça qu'on met dans des modèles d'intelligence artificielle. Mais justement, je vais vous montrer un peu l'enchaînement des étapes qui nous permet d'arriver jusqu'à un biomarqueur vocal. Donc, quand vous avez participé à Collive Voice, par exemple, vous avez enregistré 5 enregistrements standardisés. Ensuite, nous, on s'assure que la qualité audio des enregistrements est la plus homogène possible. Donc, on nettoie, on filtre l'information, on enlève les bruits de fond, puisque des fois, ça peut être enregistré dans un environnement où il y a du bruit de fond ou de l'écho. Donc, on est capable de nettoyer et d'harmoniser ces enregistrements. Et ensuite, comme je le disais, on extrait plus de 6000 caractéristiques audio à partir de ces enregistrements nettoyés. Ensuite, ces informations-là, ces 6000 caractéristiques, on les met dans des modèles, ce qu'on appelle de machine learning et de deep learning, c'est de l'intelligence artificielle, et on entraîne des algorithmes pour prédire le symptôme ou la maladie de départ à partir des informations qu'on a extraites dans la voix. Ensuite, ce qu'on fait finalement, c'est ce qu'on appelle de la validation. Là, les premières étapes, c'est d'identifier des potentiels biomarqueurs candidats qui nous intéressent, nous, à des fins de recherche. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est aller les valider dans une pratique clinique ou dans de la recherche clinique pour s'assurer que ça marche bien chez tout le monde, quel que soit son âge, son sexe, ses médicaments, son contexte de vie. Il faut valider ce biomarqueur pour s'assurer qu'il marche à peu près bien chez tout le monde. Et la dernière étape, on n'y est pas encore, mais c'est l'avenir dans quelques années, on intégrera ces biomarqueurs vocaux, ces algorithmes d'intelligence artificielle dans une solution ou dans des solutions de santé digitale qui sont basées sur la voix. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure, ça peut être des applications smartphones, ça peut être des logiciels de télémédecine pour faire de la consultation à distance avec de l'analyse de la voix. Une fois qu'ils seront validés, ces biomarqueurs pourront être intégrés dans ces solutions. Alors, je vais juste vous montrer un autre exemple, parce que je vous ai dit qu'on extrayait plus de 6000 caractéristiques de la voix. Et il y a une autre manière de regarder la voix, c'est de la convertir en image. Et on a ici ce qu'on appelle un spectrogramme, l'image en violet et jaune. Un spectrogramme, ça représente l'enregistrement de la voix en fonction du temps et en fonction de la fréquence. Et je vous ai donné ici un exemple d'une femme qui avait de mémoire 55 ans, qui a eu un antécédent, qui a eu un cancer du sein et qui, lorsqu'elle a participé à Collive Voice, a rapporté des émotions positives. Elle a dit qu'elle se sentait bien, qu'elle se sentait joyeuse, etc. Et vous allez voir maintenant une autre femme du même âge qui a également eu un cancer du sein, mais qui a rapporté des émotions négatives. Donc cet exemple, vous allez voir, c'est pour illustrer les différences qu'il y a dans la voix lorsqu'on a des problèmes de santé mentale ou des problèmes émotionnels. Vous allez voir maintenant la deuxième image, et on se rend compte visuellement que les deux enregistrements sont complètement différents. Ça peut paraître pas forcément évident tout de suite, mais pour un œil entraîné, on voit qu'à gauche, c'est beaucoup plus... le timbre est clair, que les harmoniques sont bien séparées. L'enregistrement, il est d'ailleurs un peu plus long, donc la personne a été capable de dire « ah » un peu plus longtemps. A contrario, la personne à droite, elle a eu un enregistrement plus court, donc elle a tenu moins longtemps le A. Elle a une voix tremblante. Il y a une discontinuité dans les harmoniques, et ça se voit par les petites vagues qui sont sur l'image. Donc déjà, visuellement, on se rend compte que lorsqu'il y a des émotions différentes, la voix est différente, et donc ça, les modèles
de deep learning, d'intelligence artificielle, ils sont capables de les détecter, de le quantifier et d'utiliser ces différences, ces informations, pour prédire, par exemple, la présence d'un problème de santé mentale, ou un certain symptôme. Voilà, c'était juste une illustration pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, je voulais revenir sur un exemple, un projet de recherche en cours qui est faisable et possible grâce à la participation de toutes les sentinelles et de tous les volontaires de Colive Voice. C'est de travailler sur la détection de symptômes dépressifs. Ici, vous avez la distribution, c'est un graphique qui représente les scores de symptômes dépressifs des participants et participantes de l'étude Colive Voice. Et donc, plus c'est élevé, plus les personnes ont rapporté des symptômes dépressifs, pour faire simple. Et donc, ce qu'on voit, par exemple, c'est que la majeure partie des répondants et des répondantes ont des scores relativement faibles, ce qui est plutôt une bonne chose, mais on a quand même une frange de la population et des participants qui rapportent des symptômes dépressifs qui sont à un niveau important. Donc, c'est ceux qu'on a mis en jaune, vraiment les scores les plus élevés. Et donc, dans ce projet, le premier projet de recherche qu'on est en train de développer, on a utilisé les participants avec le score en jaune et on les a comparés aux personnes qui avaient les scores en vert. Donc, vraiment des scores très faibles avec aucun symptôme dépressif. Et on a analysé leur voix dans ces deux groupes et uniquement à partir de la voix et de l'information dans la voix, on a essayé de prédire si la personne avait des symptômes dépressifs ou si elle n'en avait pas. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, il est en cours de publication et on a des bons résultats grâce à toute la participation et aux milliers de participants qui ont donné de leur voix dans Colive Voice. On est capable aujourd'hui d'identifier un biomarqueur vocal qui sert à faire de la détection de problèmes de santé mentale et de symptômes dépressifs. Alors finalement, demain et peut-être après-demain, à quoi vont servir ces biomarqueurs vocaux? Donc, pour récapituler, ça va servir à faire du suivi de patients, notamment entre des visites, entre des consultations à l'hôpital. Une analyse vocale va être possible en temps réel via notamment des téléconsultations. Vous savez que la télémédecine et la téléconsultation, ça se développe énormément. La télésurveillance aussi pour des personnes, par exemple, qui vont faire un contrôle régulier suite à un cancer tous les 3 mois ou 6 mois. Entre ces visites, on ne sait pas forcément ce qui se passe. Et donc, l'avenir, ça va être d'avoir de la télésurveillance sur certains symptômes, certains paramètres de santé. Et du coup, la voix va pouvoir servir à faire ça. Ça va permettre aussi de faire du diagnostic ou de la détection précoce, on l'espère, de symptômes et de maladies. Pour améliorer, par exemple, je prenais l'exemple du diabète tout à l'heure, si on pouvait améliorer le dépistage du diabète à partir de la voix avec quelque chose qui est non invasif, il n'y a pas besoin de se prélever une goutte de sang ou faire un prélèvement de sang dans un laboratoire, ça augmenterait le dépistage du diabète et ça permettrait d'identifier des maladies plus tôt et de les prendre en charge plus tôt et donc limiter le risque de développer des complications. Ça peut permettre dans le temps pour des personnes qui ont des maladies d'évaluer la gravité et étudier l'évolution de la gravité au fil du temps, notamment détecter des progressions d'une maladie, des complications ou d'éventuelles rechutes à partir des modifications de la voix. Et enfin, lorsqu'on parle de recherche clinique notamment, où on essaie d'évaluer l'efficacité d'un traitement, on pourrait regarder les paramètres de la voix, les biomarqueurs vocaux, comme un indicateur de l'efficacité d'un traitement. Donc il y a énormément de potentiel, énormément d'applications possibles. Dernière question, après on vous laisse tranquille. À votre avis, est-ce que notre voix change avec l'âge? Et est-ce que les paramètres qu'on est capable d'extraire dans notre recherche, est-ce qu'ils sont modifiés par l'âge? Donc il n'y a que 2 modalités de réponse. Est-ce que vous pensez plutôt oui ou plutôt non? Non? Il n'y a pas de réponse, c'est cette fois-ci. C'est pas la réponse. C'est pas la réponse. Alors, donc là, c'est bon. Là, tout le monde a déjà plein de votants. Donc, elle dit encore quelques secondes. Donc, on a à peu près la même tendance. Donc, il y a à peu près 4 personnes sur 5 qui disent que la voix change avec l'âge et on a 20% qui disent non. Ok. Bon, la majorité a raison. Effectivement, la voix change avec l'âge. Les voix sont différentes entre les hommes et les femmes. Les voix sont différentes selon la langue que l'on parle, selon l'accent que l'on a, selon même des fois l'origine socio-démographique que l'on a. Donc tous ces paramètres-là peuvent potentiellement avoir un impact sur les travaux que l'on mène. Donc c'est pour ça que c'est fondamental d'avoir le plus de participants possible pour couvrir le plus de diversité possible dans les profils que l'on étudie.
L'âge est un facteur très important. Je pense que ça, c'est assez connu, effectivement. Des personnes de 30 ans ou des personnes de 80 ou 90 ans n'ont pas le même timbre, la même manière de parler. Donc, ça se ressent dans les analyses que l'on fait. C'est pour ça que nous, quand on veut valider, on veut être sûr qu'un biomarqueur vocal marche, il faut qu'on puisse le valider sur la population cible qui nous intéresse. Et dans nos études de recherche, dans Colive Voice, on a vraiment besoin de tous les profils possibles, de toute la diversité, pour pouvoir prendre en compte ces facteurs et pouvoir les corriger. Alors, je vais finir cette première présentation avant de passer à la discussion et à l'échange par un petit appel à témoins. On a vraiment besoin de plus de participants encore dans Colive Voice. C'est un projet qui va durer encore sur les 5 prochaines années. L'objectif est d'atteindre au moins 50 000 participants partout dans le monde. Aujourd'hui, on est à quelques milliers, ce qui est déjà très bien. Mais on aimerait vraiment, pour avoir des biomarqueurs les plus robustes et les plus performants possibles, vraiment passer à l'échelle et avoir beaucoup plus de participants. Donc, pour ça, on a des stratégies de communication et on aimerait bien identifier un ou une volontaire de Colive Voice ou un membre des Sentinelles. S'il y avait quelqu'un qui n'est pas trop timide et qui aimerait accepterait de faire un témoignage filmé, nous, on aimerait bien filmer cette personne pour ensuite pouvoir expliquer à la population générale comment ça se passe de participer à Colive Voice, si c'est facile ou compliqué, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe moins bien. Donc, s'il y a quelqu'un qui est volontaire, qui accepterait de se faire filmer par notre équipe de communication, on a mis le mail ici de ma collègue qui est en charge de la communication autour du projet Colive Voice. Donc, merci d'avance de vous faire connaître. Vous pouvez juste nous envoyer un petit mail et puis on vous expliquera en détail ce qu'il faut faire. Donc, merci d'avance pour ceux qui veulent bien contribuer davantage à promouvoir Colive Voice. Et la deuxième petite chose que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est de continuer ce défi Colive Voice. Et comme je l'ai dit, on a besoin encore de milliers de participants. Et si chacun des participants existants parle à 4-5 personnes de son entourage et les incite à participer, très vite, on va atteindre les milliers de participants que l'on souhaite. Donc, merci d'avance aussi d'en parler dans votre entourage, à votre travail. C'est très facile. Vous pouvez soit scanner le QR code qui est là ou aller sur le site colivevoice.org. Ça prend quelques minutes, donc une vingtaine de minutes pour participer. Et vous faites un don de votre voix pour la recherche. Et en tout cas, pour nous, ça sera évidemment très utile. Alors, je vais terminer cette présentation par vous présenter l'équipe, puisque vous imaginez bien qu'un travail comme ça, de cette dimension-là, ça ne se fait pas tout seul. Donc ça, c'est les personnes que vous voyez à l'écran, c'est l'équipe rapprochée qui travaille sur le projet Colive Voice. Et ce qui est aussi très sympa dans cette recherche, c'est que c'est un travail absolument multidisciplinaire. On a énormément de compétences qui se combinent, qui se complètent pour développer ces travaux. Donc, il y a des coordinateurs scientifiques, il y a des experts en recherche clinique, il y a une médecin épidémiologiste, on a des doctorants qui travaillent sur les données pour essayer d'identifier les biomarqueurs vocaux, on a des ingénieurs de recherche, on a des bioinformaticiens, on a des experts du signal, des traitements audio du signal, on a des experts sur la valorisation des données pour nouer des partenariats, et on a évidemment l'équipe informatique et IT qui s'est occupée de développer l'application et la plateforme elle-même qui permet de collecter les données. Donc voilà, ça c'était pour aussi mentionner et remercier toute cette équipe qui permet de faire fonctionner ce gros projet au jour le jour. Et puis aussi, ce projet, il est faisable grâce aux partenariats qu'on a. Un grand merci aux Sentinelles, puisque c'est vraiment au début du projet, c'est via la collaboration avec les Sentinelles et via la rapidité des participants et participantes des Sentinelles qu'on a pu lancer les premiers projets de recherche. En quelques jours, on a eu 900 participants et participantes via les Sentinelles. C'était inespéré pour nous et vraiment, ça a permis de donner un coup d'accélérateur à la recherche et à Colive Voice. Donc, on est vraiment dépendant de vous. Sans votre participation, sans vos données, on ne fait rien. Donc, vraiment, un grand merci à vous pour votre contribution. C'est vraiment important et j'espère qu'avec cette présentation, vous voyez comment on utilise les données que vous avez bien voulu partager avec nous et comment on essaye de les valoriser. On a aussi d'autres partenariats partout dans le monde, au Québec, au Canada, en Afrique subsaharienne, en Amérique du Sud et en France, dans le cancer et dans le diabète notamment, et également à La Réunion. Donc voilà, ça c'est les partenaires aussi très proches qui permettent de soutenir et font le relais de l'étude Colive Voice au quotidien.
Et puis avec l'équipe, on s'est dit qu'on allait essayer de vous trouver les meilleurs gifs pour vous remercier parce qu'on a vraiment besoin de vous et on est vraiment content de pouvoir compter sur votre participation. Donc voilà, un grand merci à tous pour votre participation. Et puis, si vous avez maintenant des questions ou si vous voulez avoir des précisions sur ce qu'on fait ou simplement un commentaire, n'hésitez pas. Je pense qu'on peut passer à la deuxième partie. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup Guy pour cette présentation très claire et qui a suscité déjà pas mal de questions et d'envie de participer, puisqu'il y a certaines personnes là qui nous disent qu'elles ont envie de donner leur voix, et certaines aussi, Isabelle, qui nous demandent si on peut participer, si on peut donner plusieurs fois sa voix, donc même des gens qui ont envie de poursuivre leur Et participation. la réponse est oui. La réponse Voilà. est oui. C'est une enquête anonyme. On peut participer plusieurs fois. Par exemple, si vous voulez participer tous les 3 mois ou 6 mois, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas. Plus il y en a, mieux c'est. Alors, on va peut-être commencer par des questions un peu plus méthodologiques. Cette étude de la voix a intrigué pas mal de personnes. Tu disais la voix, c'est déjà assez complexe, mais on me demande si finalement il ne faudrait pas coupler l'étude de la voix à l'étude du regard. Est-ce que il y a suffisamment d'informations dans la voix? Alors, combiné avec l'analyse, alors plus que du regard, c'est l'analyse d'une image, ou combiné par exemple avec la vidéo, ça c'est des choses qui vont se développer à l'avenir. Mais il y a aussi énormément d'applications où seule la voix peut permettre d'avancer vraiment dans la détection et le suivi de maladie. Donc, pour répondre, c'est vraiment en 2 étapes. Pour l'instant, on se focalise sur la voix, on essaye de bien comprendre la voix, d'extraire les informations pertinentes, identifier des biomarqueurs vocaux. Et le jour où on passera à l'analyse de la vidéo, où on intégrera l'image et la dimension temporelle, pour avoir plus d'informations, plus de finesse peut-être sur des aspects émotionnels ou sur des aspects de santé mentale, par exemple. Ça sera dans un deuxième temps. Mais toute la première partie sur la voix uniquement servira à alimenter la deuxième partie. D'accord. Alors, une question aussi un peu méthodologique. Une participante qui nous demande s'il est possible de participer à l'étude par téléphone, parce que tu as dit que c'était une Alors, application. via smartphone, oui, parce qu'en fait, il y a besoin d'une connexion Internet. Vous devez être connecté à Internet, puisque nous, une fois que vous avez fini de participer, les données vont être envoyées sur notre serveur sécurisé pour stocker les données. Donc, sur un smartphone, il n'y a aucun problème. Vous allez sur colivoice.org et il y a le lien pour participer. Il faut juste activer, autoriser le micro, puisqu'on a besoin d'enregistrer la voix, et puis c'est tout. Très bien. Alors, tu as parlé cet exemple de 2 personnes qui avaient eu un cancer, des émotions négatives et positives. Donc, il y a une réaction sur ça. Donc, la participante nous dit qu'une émotion, c'est une adaptation à un environnement, à un contexte. Que répondre si l'on objecte que ces recherches sont très, très normatives? Le patient sera-t-il prévenu de ces applications? Alors, il y a 2 questions en une. Donc, déjà, sur la première partie, nous, ce qu'on essaye, effectivement, c'est d'objectiver un état de santé, un symptôme ou une maladie. L'exemple des émotions, effectivement, je vous l'accorde, est un peu particulier puisque c'est quelque chose de l'ordre, c'est pas de l'ordre médical. Nous, si on revient peut-être sur l'exemple des symptômes et des maladies, nous, ce qu'on essaie, c'est objectiver ça à partir de la voix. Le meilleur exemple qu'on peut donner dans ces cas-là, c'est l'équivalent avec un dosage de sang. Aujourd'hui, quand on veut suivre sa glycémie ou suivre son cholestérol ou ses risques cardiovasculaires, on va faire une prise de sang, il y a une analyse au laboratoire qui est faite et puis on a un résultat. Le problème, c'est que c'est invasif, il faut se déplacer, il faut attendre les résultats, ça peut être stressant, etc. Donc, nous, ce qu'on essaye avec la voix, c'est pour certains aspects de santé, pas tous évidemment, remplacer ça par une analyse instantanée de la voix. Ça peut donner une première indication, un premier tri ou une indication de dépistage pour ensuite aller faire évidemment des analyses complémentaires. Et donc pour revenir juste pour les émotions, c'est très changeant. On s'enregistre à 5 minutes d'intervalle, on n'aura pas forcément les mêmes émotions et la même manière de parler, mais c'est exactement ce qu'on cherche. On va à terme développer des outils qui vont permettre de suivre dans le temps, de manière régulière, des paramètres un peu plus subjectifs comme la santé mentale, les symptômes dépressifs, le stress. Aussi, le stress, c'est un peu équivalent aux émotions. Donc, on a cette perspective-là. D'accord. Et donc, la deuxième question, c'était est-ce que le patient est prévenu des applications? Voilà. Donc, la deuxième partie de la question, elle est très importante. C'est différent de la première partie de la réponse. Le consentement est fondamental. Aujourd'hui, on travaille d'une part sur des enregistrements qui sont standardisés. Tout le monde lit le même texte ou tout le monde fait le même son.
Ça, c'est aujourd'hui. Demain, et dans d'autres laboratoires à l'international, il y a des gens qui commencent à travailler sur le langage libre, la parole libre. Est-ce qu'on peut identifier des paramètres de santé? Ça, c'est potentiellement très puissant, mais ça vient aussi avec énormément de risques éthiques sur l'utilisation et les dérives qu'on peut faire de la voix. Par exemple, je donne l'exemple toujours le même. Imaginez qu'il y ait Emmanuel Macron qui fasse un discours à la télé et qu'on vienne analyser la voix d'Emmanuel Macron et qu'on lui détecte un problème de santé sans son consentement, il y a un problème éthique. Donc c'est pour ça que le consentement et l'enregistrement de manière active est fondamental pour s'assurer de l'utilisation de la voix dans des conditions qui soient éthiquement correctes, qu'on utilise la voix aussi comme outil d'échange entre le professionnel de santé et le patient, par exemple, que ce soit vraiment un moment d'échange. Et par exemple, lors d'une téléconsultation, demain, on activera le consentement, on fera de manière active un enregistrement pour analyser la voix. Donc le consentement est fondamental. Mais merci pour cette question, c'est une question très pertinente. Alors pour rester peut-être un peu dans des questions plus d'ordre technique et avant de rentrer dans les applications plutôt, on l'a vu, donc il y a beaucoup d'informations dans la voix et il peut y avoir beaucoup d'applications. Donc j'imagine que même si l'équipe que tu as montrée a beaucoup de membres et de compétences différentes, vous ne pouvez pas forcément explorer toutes les applications possibles. Et donc, est-ce que toutes les informations qui ont été collectées par CoLiveUs ont généré une base publique qui pourrait permettre à des chercheurs qui travaillent sur d'autres pathologies, par exemple, d'exploiter les données qui ont été collectées? C'est là aussi une très bonne question. Pour l'instant, on n'a pas rendu les données publiques pour différentes raisons. D'une part, parce qu'on est en train de mettre en place des collaborations, par exemple, avec des startups ou des entreprises pour développer vraiment des outils, puisque nous, au LIH, on a vocation à faire de la recherche, on n'a pas forcément vocation à aller développer des outils qui vont atteindre les patients ou les professionnels de santé. Ça se fera toujours en collaboration avec des entreprises qui ont, eux, leur but d'aller commercialiser, valoriser des innovations. Donc, pour ces développements-là, on a besoin de garder certaines données non publiques. Par contre, comme tu l'as dit, Guillaume, on n'est pas capable de tout couvrir. On a énormément d'informations dans cette grande base de données. On a des axes de recherche prioritaires sur le diabète, le cancer, la santé mentale, mais il y a énormément d'informations à côté qui peut être partagées au besoin s'il y a un chercheur ou quelqu'un qui a un projet ou une envie de développer un projet. Il ne faut surtout pas hésiter à nous écrire et on peut échanger sur l'idée pour voir si on peut partager les données. Et si c'est pertinent, on se fera un plaisir évidemment de partager les données. D'accord. D'ailleurs, dans l'onglet des questions, là, il y a une personne qui te propose éventuellement une collaboration avec une start-up de l'ICM qui travaille sur le suivi comportemental émotionnel à partir de la vision. Donc c'est aussi pour compléter. Ouais. Alors pour suivre un petit peu plus sur les applications, avant de rentrer pour une question aussi intéressante, avant de partir sur les applications sur des pathologies, il y a quelqu'un qui nous demande si on se préoccupe de la voix des soignants qui peuvent faire face à des patients qui vivent avec des pathologies chroniques ou compliquées. Alors, oui, en plus c'est absolument d'actualité puisque on entend très régulièrement les plaintes justifiées des professionnels de santé qui sont à bout, qui sont fatigués. La fatigue chronique des personnels soignants, et c'est un des déterminants majeurs pour les erreurs médicales notamment. Donc il y a des projets, nous on ne travaille pas dessus, mais je connais d'autres équipes de recherche qui travaillent sur ces sujets-là, qui essayent de monitorer l'état de fatigue par exemple des professionnels de santé, à partir de la voix, mais à partir d'autres indicateurs aussi, la fréquence cardiaque et d'autres informations qu'on peut collecter de manière continue, pour identifier des pics de fatigue. Ça, c'est un exemple. La santé mentale des personnels soignants est aussi un autre sujet très important. Mais ça, via nos travaux dans CoLiveVoice, on sera, on l'espère, capable de développer des applications qui pourront servir à détecter des stress, des burn-out, en général, mais aussi des personnels soignants. Donc l'idée, oui, c'est de disposer d'une panoplie de biomarqueurs pour détecter des symptômes qui peuvent ensuite être appliqués dans différents domaines. Ce que tu dis, le stress, finalement, la manière dont on va mesurer le stress, elle peut s'appliquer de la même façon à une personne qui fait face à une pathologie chronique qu'à des soignants.
Il faut s'assurer que ce soit valide chez tout le monde. Donc ça fait partie de nos travaux de recherche et on doit s'assurer que c'est bien le cas. Parce qu'il peut y avoir une maladie qui modifie en plus la voix. Donc, est-ce que c'est toujours valide chez des personnes qui ont une certaine maladie chronique par rapport à la population générale? Ça, c'est des sujets sur lesquels on doit travailler pour s'assurer que ça marche partout. Mais si on suppose que oui, alors là, oui, à partir d'un enregistrement, on va pouvoir dériver plein de biomarqueurs vocaux et ensuite appliquer sur un même enregistrement plusieurs paramètres de santé suivis en même temps. D'accord. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Donc vous avez toujours à votre disposition donc l'onglet questions. Donc on a encore quelques questions qui ont été posées. Là plus spécifiquement liées aux personnes qui font face à un cancer. Pouvons-nous faire un lien avec certains médicaments comme le tamoxifène ou autres traitements longs? La réponse est sûrement oui, mais pour l'instant il n'y a aucune donnée qui le montre. Le ressenti des praticiens, des cliniciens nous disent qu'il peut y avoir des modifications dans la voix. Il n'y a aucune étude à grande échelle qui a été montrée sur la modification et l'évolution des paramètres de la voix sous tamoxifène, par exemple. Mais demain, avec les études qui vont suivre, qui vont découler de Colive Voice, on peut citer un projet qui va démarrer au Luxembourg à partir de l'année prochaine, normalement. On va suivre des femmes qui sont pendant les traitements liés à un cancer du sein, et on va régulièrement suivre leurs paramètres vocaux, suivre leurs traitements, et on espère montrer l'évolution de la voix en fonction des différentes stratégies thérapeutiques, en fonction de la chimiothérapie, de la radiothérapie, des traitements. Et donc ça, c'est des choses qui vont se développer à la suite. Ça sera la suite de Colive Voice. D'accord. Et ça, si je me permets, c'est aussi un des avantages d'avoir une technique qui est non invasive, justement, c'est qu'on peut la répéter assez facilement dans le temps, et donc ça peut être intéressant justement pour voir des évolutions de l'état de santé dans le temps. Il faut que ce soit non invasif, il faut que ce soit rapide et plutôt ludique, puisqu'il ne faut pas non plus qu'il y ait de la lassitude au fil du temps. Donc c'est pour ça que la voix est très utile, parce que ça combine un peu les trois dimensions. Et entre des visites cliniques espacées tous les 3 mois ou tous les 6 mois, parce que les professionnels de santé n'ont pas le temps de recevoir un patient plus fréquemment, s'il y a un suivi qui est fait régulièrement à partir de ces paramètres, on pourrait imaginer des systèmes d'alerte, d'avertissement de l'équipe médicale en cas de problème entre les visites cliniques et déclencher un rendez-vous précoce parce qu'il y a un problème qui a été détecté à partir de la voix. D'accord. Alors, tu as un peu parlé des maladies mentales. Alors là, il y a une question qui peut s'y apparaître. Donc, Marilyn qui me dit qu'elle a vu récemment un film J. Edgar, donc sur le fondateur du FBI. Et donc, dans l'histoire, il montrait qu'il avait notamment un débit de parole assez singulier. Donc, est-ce que l'étude Colive Voice pourrait être, par exemple, appliquée à la détection de neuroatypie? Alors, sûrement, mais pour l'instant, on n'a pas les données, en fait. Dans Colive Voice, on ne mesure pas vraiment des aspects vraiment aussi fins de neuroatypie, comme c'est mentionné dans la question. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que la vitesse, le rythme, les pauses, les hésitations dans la voix, tout ça, ce sont des éléments qu'on est capable d'extraire. Donc, demain, si on travaille sur des maladies neurodégénératives, que ce soit sur des textes standardisés ou sur du texte de la parole libre, on va, en plus de la manière dont on parle, s'intéresser à comment les gens parlent. Est-ce qu'ils font beaucoup d'hésitation? Est-ce qu'il y a beaucoup de silence? Est-ce qu'ils parlent très vite? Est-ce qu'ils écorchent énormément de mots? Donc tout ça, on est capable de l'analyser pour améliorer les prédictions au final pour la détection des maladies en question. Et ça, si je peux me permettre, une question que je me permets de rajouter. Finalement, tu le montres, il y a énormément de paramètres dans la voix. Comment finalement on s'y retrouve, parce que comment on arrive à relier autant de paramètres à autant d'états de santé? C'est des problèmes assez complexes. Donc, c'est très complexe, effectivement, et c'est pour ça qu'on n'est pas encore sorti de cet état de recherche. On en a pour des années, mais finalement, ce qu'on montre, je peux donner l'exemple d'autres travaux qu'on a fait avant Colive Voice dans le contexte de Covid-19. On a essayé de suivre des symptômes de personnes qui avaient un Covid-19 à partir de la voix. Et en fait, ce qu'on est capable de montrer, c'est prédire un statut, est-ce que vous êtes symptomatique ou asymptomatique, à partir de la voix uniquement. Ça, c'est très bien, sauf que est-ce que les gens qui sont symptomatiques, est-ce que c'est parce qu'ils avaient un problème respiratoire, qu'ils avaient de la fièvre, qu'ils avaient une fatigue chronique?
Ça, on n'en est pas encore là. Donc, en fait, on est capable, pour l'instant, de détecter des grands groupes. On est capable de dire Covid-19, pas Covid-19. On est capable de dire symptômes dépressifs, pas symptômes dépressifs. Mais l'étape d'après, ça va être de dire que c'est suffisamment spécifique. C'est la spécificité d'un modèle pour être sûr que ça s'applique vraiment à ce qu'on veut mesurer et pas à autre chose qui est proche. C'est pour ça, tout à l'heure, dans la présentation, j'ai insisté sur le fait d'avoir de la diversité dans Colive Voice. Si on a de la diversité, on aura tous les profils qu'on peut rencontrer dans la pratique courante et on va pouvoir contrôler pour tous ces facteurs, l'âge, d'autres maladies, d'autres traitements. Et c'est vraiment avec ça qu'on va faire avancer la recherche sur les biomarqueurs vocaux. Alors, en parlant de diversité, là, je rebondis parce que la dernière question qui vient d'être posée, Anita nous dit que sa langue natale ne figure pas sur la liste. Donc, est-ce qu'elle peut quand même participer si sa langue natale n'est pas encore incluse dans l'étude? Alors, la réponse est oui, si cette personne est capable de lire et comprendre le texte, que ce soit en anglais, en français, en allemand, en espagnol, et de lire un texte. Il faut remplir le questionnaire, donc il faut comprendre des questions dans la langue qui est la plus adaptée pour vous, et ensuite faire les enregistrements. Mais avoir des accents différents, notamment, c'est très important pour la généralisabilité et la validation des modèles. Plus on a d'accents différents sur une même langue, plus on sera généralisable et on pourra l'appliquer demain à la population générale. Alors, je reprends mes listes de questions. Tu as parlé aussi du diabète. Donc, une personne demande si la voix est impactée par une hypoglycémie. On pense que oui, on ne l'a pas encore montré. Ce qu'on a montré, c'est que lorsqu'il y a une hyperglycémie chronique, il y a des modifications de la voix. Mais on a démarré un projet pour essayer d'étudier les hypoglycémies, mais pour l'instant, le petit bémol qu'on a, c'est que dans l'étude Colive Voice, on a très peu de gens, évidemment, qui sont en état d'hypoglycémie au moment où ils enregistrent leur voix. On en a, puisque pour les personnes qui sont diabétiques, on leur demande, pour ceux qui ont un lecteur de glycémie en continu, par exemple, de se scanner pour voir s'ils sont en hypoglycémie, dans une glycémie normale ou une hyperglycémie. Donc, on est capable d'identifier la voix de certaines personnes qui est en hypo. Mais il faudrait plus de monde. Donc, on a besoin davantage de personnes qui vivent avec un diabète et dans toutes les situations, en hyper, en hypoglycémie. Mais on pense très certainement qu'il y a un impact, effectivement. D'accord. Alors, je reprends la liste de questions. Oui, alors, il y a une question qui a été posée. On revient plus sur la conduite de l'étude. Vous pensez que l'étude va durer combien de temps? Elle peut durer des années, bien sûr. Et donc, qui dit une étude longue dit un gros budget. Et donc, elle se pose la question de savoir si vous avez suffisamment de budget pour faire durer l'étude sur une longue durée. Merci de vous inquiéter en tout cas pour la situation budgétaire, parce qu'effectivement, à la recherche, on a toujours besoin de davantage de budget. Donc oui, pour répondre à la question, on a prévu de la laisser courir au moins 5 ans, cette étude. Notre objectif, c'est d'atteindre, comme j'ai dit tout à l'heure, au moins 50 000 participations partout dans le monde. Et là, on aura vraiment créé la plus grande banque audio mondiale de biomarqueurs vocaux. Puisqu'à l'heure actuelle, dans l'état de l'art et les autres équipes qui travaillent dessus, c'est plusieurs dizaines de milliers. Mais si on arrive à 50 000 et plus, on aura vraiment là un outil unique au monde pour travailler sur les biomarqueurs vocaux. Et donc, c'est effectivement une recherche qui coûte très cher. Donc, on a des fonctionnements internes qui permettent de financer l'équipe et le fonctionnement régulier. Mais on répond régulièrement à des appels à projets pour des projets spécifiques qui utilisent les données de Colive Voice. Et ça permet de faire financer l'équipe et de financer l'étude. Donc, c'est comme ça qu'on se finance sur le long cours. Et donc, on espère, à partir des premiers résultats, des premières publications qui ont été possibles grâce aux sentinelles qui ont participé, grâce aux premiers participants, publier, faire des premiers travaux, montrer que c'est pertinent et avec ça, aller chercher d'autres financements, aller continuer la recherche. Donc, c'est un travail en perpétuelle évolution, mais c'est parti pour de nombreuses années. Très bien. Alors, il y a une question pour faire suite à la première question qu'il y avait sur le diabète. Donc, pour revenir au diabète, est-ce que ce n'est pas biaisé puisque les personnes qui sont en hypoglycémie risquent de ne pas faire l'enregistrement de voix dans cette situation inconfortable? Alors, si, ça c'est un biais potentiel qui est important.
Mais c'est vrai pour tout. Par exemple, si vous vous souvenez, ceux qui ont participé dans Call Live Voice, on vous demande d'écrire votre niveau de douleur. Ceux qui sont en douleur extrême ou en hypoglycémie extrême ne vont pas participer à Call Live Voice au moment où ils sont dans cet état. Donc, en fait, nous, ce que ça nous permet de collecter des informations sur des niveaux d'hypoglycémie ou de douleur, par exemple, modérés. Et si déjà là, on voit des choses sur cette petite variabilité, on peut penser que lorsqu'on va inclure dans des futurs essais cliniques, qui ne seront pas dans l'étude Call Live Voice, mais dans des essais cliniques en partenariat avec des hôpitaux, où là, on aura accès à des enregistrements de patients qui sont dans des niveaux de douleur élevée ou d'hypoglycémie sévère, on va pouvoir montrer tout le potentiel de la voix. Mais donc, encore une fois, ça se fait en 2 temps. Mais je suis complètement d'accord, ça peut induire un biais, mais on essaye de le minimiser. Alors, on avait une question un peu technique qui vient un peu suite à une question que j'avais posée sur la nature très complexe des signaux qui sont analysés. Quelqu'un nous demande si c'est d'utiliser des techniques de deep learning comme Wave2Vect pour déterminer les fameuses 6000 caractéristiques détectées dans la voix. Comment on arrive à analyser tout ça? Alors, Wave2Vec, ça permet pour ceux qui ne savent pas, ça permet de convertir des signaux audio en format Wave en données quantitatives, des chiffres, des variables. Donc ça, c'est une approche. En fait, on teste plein d'approches. Aujourd'hui, on est vraiment à un état assez préliminaire. On teste différentes approches. Je vous ai montré les 6000 caractéristiques audio qu'on est capable d'extraire, et ça, on les met dans des modèles de deep learning et différentes structures de modèles de deep learning. On travaille sur des méthodes qui s'appellent du transfer learning aussi, où on utilise les images et on utilise des modèles qui sont pré-entraînés dans d'autres contextes qu'on vient réappliquer aux données de la voix. Donc, il y a plein de techniques. Donc, pour répondre à cette question spécifiquement, oui, on a testé ça, mais pas uniquement. On travaille sur plein d'approches en parallèle. Très bien. Alors, je crois qu'on a posé à peu près toutes les questions qui ont été posées dans l'onglet questions. Donc, si vous avez encore quelques questions, c'est encore possible. Sinon, je propose qu'on arrête là. Je vous remercie encore chaleureusement Guy pour sa présentation très claire et puis qui a suscité beaucoup d'enthousiasme chez les participants. Donc, je pense qu'il y aura encore quelques personnes qui vont se connecter. Donc, comme il a été dit, il est toujours possible de participer à l'étude Call Live Voice. Donc, pour ça, vous pouvez soit vous connecter sur le site des Sentinelles où vous retrouverez le lien pour participer à l'étude. Comme il a été dit aussi, si vous avez déjà participé, il est encore possible de participer. Et n'hésitez donc surtout pas à en parler autour de vous, puisque, comme Guy l'a expliqué, pour toutes ces études, en effet, qui étudient des phénomènes complexes, plus il y a de participants avec des situations différentes, plus les chercheurs pourront avancer et détecter des signaux, une grande diversité de situations. Donc, merci à vous toutes pour cette participation et on vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines pour une prochaine conférence. Bonne soirée. Au revoir. Bientôt. Au revoir.